L'Oasis, c'est avant tout une institution. Et là, on peut rejoindre les travaux de Bruns, qui était le premier à définir l'Oasis avant tout comme institution, et non pas comme objet géomorphologique, parce que l'Oasis, elle se définit autour d'une irrigation collective. Et cette irrigation collective, bien sûr, se fait en milieu aride, mais elle se fait dans des contextes qui peuvent être très différents. C'est-à-dire que ça peut être le long de grands fleuves, comme pour le cas du Nil ou de l'Ouaddra au Maroc, mais cela peut être aussi sur des sources de piémont, dans le cadre de cluses, que l'on trouve de façon très récurrente tout le long des massifs pré-sahariens et sahariens, mais cela peut être aussi en plaine du fait d'un travail important de canalisation par chenaux des sources souterraines et ce qu'on appelle des khetarat qui vont amener à ce moment-là à avoir des oasis qui sont en plaine, en milieu aride. Donc la qualifier avant tout, c'est de la qualifier par rapport à cette capacité à créer une situation pérenne d'agriculture et aussi de vie en contexte aride. Et donc, quand on regarde en fait aujourd'hui le résultat, qui serait en fait le paysage oasien qu'on a voulu analyser donc dans le grand clivage entre des zones arides très dénudées et en fait un îlot verdoyant de végétation, et bien en fait derrière il faut surtout insister sur l'organisation collective qui a permis cette irrigation. C'est intéressant parce que effectivement, on a les ambiances qui sont aujourd'hui une façon d'approcher de nombreux lieux et surtout de nombreux quartiers urbains avec toute une école de recherche autour des ambiances qui est donc surtout centrée à Grenoble et à Nantes. Mais dans le cadre qui nous intéressait, c'est que l'Oasis est classiquement un lieu associé à une ambiance. C'est-à-dire que le phénomène de rupture entre le milieu désertique qui est souvent qualifié de très hostile du fait du vent, du fait des températures qui peuvent être soit extrêmement brûlantes ou au contraire extrêmement froides, amène à avoir l'oasis qui est toujours décrit comme un climat, un microclimat, et dans lequel il y aurait une douceur, du fait justement de la densité du végétal qui fait filtre, et aussi de la densité de l'habitat qui fonctionne par une série de seuils et de filtres. Et il nous intéressait important d'utiliser donc cet outil qui sont l'analyse par les ambiances, notamment pour pouvoir observer ce qui est en train de se jouer au sein de ces espaces oasiens et des transformations profondes. Parce que l'approche par les ambiances permet de porter attention sur des points qui échappent d'habitude aux observations analytiques, parce que nous sommes trop souvent poussés à regarder des questions de productivité agricole ou à regarder plutôt des questions de mise en patrimoine à vocation touristique, et de ne pas regarder les pratiques au quotidien. Et là, ce qui nous intéressait, c'était de revenir sur les pratiques quotidiennes des habitants dans ces cités oasiennes, surtout des habitants qui sont là aussi souvent ignorés ou mis en invisibilité alors qu'ils sont présents constamment, qui sont les enfants, que sont les femmes, mais que sont aussi les plus âgés. Et par les ambiances, il était à ce moment-là possible de changer notre approche, de porter attention à ce qui se passe au quotidien, de ce qui se passe donc aux différentes heures du jour et de la nuit, et surtout d'interroger autrement le vécu oasien en s'approchant de questions qui sont en lien avec la mémoire, qui sont en lien avec le souvenir, qui sont en lien avec aussi une forme de tendresse, mais qui sont aussi en lien avec des approches philosophiques très importantes, notamment une collègue Alia Benayed, qui a travaillé sur toute la relation à la philosophie de langue arabe qui s'est construite dans les espaces oasiens et qui amène à des représentations du monde complètement différentes. Et ce sont à chaque fois autant d'ouvertures qui nous permettent de reconsidérer donc la question oasienne et d'échapper aussi à une approche purement technique qui aurait été une approche de regarder uniquement la question de la température
température, la question de l'humidité, la question de la climatisation naturelle, et donc plutôt de regarder aussi qu'est-ce que cela rend possible et comment c'est perçu par les habitants, qu'ils soient nés dans l'Oasis ou qu'ils viennent vivre dans l'Oasis. C'est une question qui est très importante en termes de méthode, c'est-à-dire que premièrement on a choisi une approche collective et de choisir de travailler avec des collègues qui viennent d'horizons extrêmement différents, c'est-à-dire à la fois des spécialistes des zones géographiques et notamment des oasis où on a développé l'étude, donc qui sont des architectes et des urbanistes, donc on a Salima Nagy qui est architecte et anthropologue qui a beaucoup travaillé sur Tiznit. On a Imen Landoulsi qui, elle, a beaucoup travaillé sur Nefta et qui ont donc développé pas seulement une étude, mais aussi développé des projets dans le cadre d'une démarche action. Et on a donc mobilisé des collègues qui, eux, n'étaient pas spécialistes des environnements oasiens ou qui venaient de disciplines très différentes et qui avaient des approches complètement différentes, que ce soit par exemple des approches en agronomie comme Zakaria Kadiri ou Hind Ftoui, des approches en histoire comme Mohamed Mouskit ou des approches en sociologie comme Marc Brevigleri, Jean-Paul Thibault ou Radi Jazaï. Et l'idée était de pouvoir cheminer ensemble. Or, ce qui est très intéressant, c'est que le rapport justement aux différentes sensations et à la description de ces sensations permet de cheminer et de créer des réflexions communes parce que chacun va pouvoir mobiliser ses sens et avoir une autre approche. Et donc on a Noa Gamal Saïd qui, elle, est véritablement spécialisée sur les ambiances sonores, qui va avoir déployé de nombreux dispositifs qui ont permis d'essayer d'avoir d'autres façons de cheminer et surtout de percevoir l'Oasis. Avec Jean-Paul Thibault, Alia Benayed, et puis de croiser cela avec des phases d'enquête descriptive, d'observation très fine sur un même lieu où on peut avoir donc jusqu'à 4, 5, 6 collègues qui vont à ce moment-là observer ensemble et discuter ensemble et écrire ensemble. Et cela nous a permis aussi de nous rapprocher du vécu quotidien dans les conversations avec les habitants parce que eux-mêmes se sont ouverts sur les sensations et surtout la douceur de vivre que cela pouvait évoquer. Donc vous avez un travail de Radi Jazaï, de Hind Ftoui qui vont lier par exemple la mémoire et la tendresse parce qu'en arabe en plus donc vous avez Hanan et Hanin, donc qui sont très proches et sur lesquels on peut faire. Et puis surtout l'approche philosophique est justement une approche qui est une approche par les sens. C'est-à-dire que c'est ce que démontre Alia Benayed dans l'approche que justement c'est véritablement d'être au monde, d'avoir par l'essence une sensation de partager un même souffle vital qui va traverser êtres humains, animaux, végétaux et qui va permettre d'observer la création divine dans ce qu'on appelle la sakina, donc qui est un repos contemplatif et où justement tous les sens vont être mis à contribution mais par des effets de filtre successifs. Qui permettent de se sentir connecté au reste du monde. Et ça nous a permis aussi de travailler sur quelque chose qui est souvent peu mis en avant, qui sont en fait la densité des connexions vitales, parce que l'oasis ne peut exister que par l'effort humain, c'est-à-dire la volonté de créer un périmètre irrigué qui va être associé à un espace urbain, parce que vous devez apporter tous les éléments, que ce soit les végétaux qui sont adaptés aux conditions climatiques, donc comme le palmier dattier, mais aussi toutes les autres formes
d'arbres et toutes les plantes qui vont être adaptées au contexte oasien, mais aussi tous les animaux qui vont venir habiter l'oasis et qui vont devenir des commensaux. Et les premiers, ce sont les oiseaux. C'est-à-dire que vous avez un attachement, par exemple, très fort à la présence d'oiseaux dans l'espace domestique, parce que ces oiseaux ne pourraient pas vivre dans les conditions désertiques extrêmement, mais en revanche, ils peuvent vivre à proximité, voire dans l'habitat humain. Donc là aussi, c'est un moyen d'avoir un autre regard, et par les enregistrements sonores, qui sont, d'ailleurs, on a fait un travail de cartographie qui a été possible grâce à la plateforme Cartophonie du laboratoire Ambiance de Grenoble, de pouvoir les géolocaliser, mais aussi de les mettre en lien avec les textes pour porter à chaque fois une autre approche. Et c'est vrai que ça permet de se prémunir de nos regards qui sont très posés sur la vue, surtout qu'on est souvent séduit par la dimension très photogénique, toute la mise en scène paysagère, mais aussi toute une construction d'image qui a été le pittoresque, et qui nous amène à écarter eh bien aussi toutes les autres sensations qui sont dans l'oasis. La question de la rationalisation, ça c'est une politique que l'on voit à l'échelle planétaire, qui est de transformer les territoires selon des critères de performance. Et ces critères de performance sont liés à la possible intégration du territoire dans une économie mondialisée, sur lequel on va avoir des effets de spécialisation. Et pour les oasis, on sait très bien que de nombreuses oasis ont été spécialisées autour de la filière de la date, et en premier lieu en Tunisie, et notamment entre Nefta et Tozeur, où nous avons mené notre étude. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les oasis ont toujours été connectées au système de mondialisation. Et elles étaient au cœur de ce qu'on appelle l'ancien monde, pour reprendre l'expression de Christian Grattalou, puisque c'était par ces oasis que allaient se mettre en place les grandes routes de l'ancien monde qui allaient du Maroc jusqu'en Chine pour tout ce qui était le commerce des métaux précieux, notamment or et argent. Donc on n'est pas du tout sur des isolats. Il faut bien comprendre que les oasis sont le produit d'une agronomie historique, qui est une agronomie qui a été largement diffusée par les intellectuels arabes, avec des traités d'agronomie qui circulaient de l'actuel Irak jusqu'au Maroc et en Andalousie. Donc il y avait déjà tout un travail de rationalisation, de performance, de sélection du végétal. Ce qui s'est produit, c'est que l'agronomie oasienne, elle a été peu considérée par rapport aux règles agronomiques qui ont été diffusées depuis l'Europe, et on a à ce moment-là eu une transformation de l'espace agricole, notamment par l'idée de sélectionner les espèces végétales les plus productives, qui étaient les plus adaptées par exemple à l'export. On va parler par exemple de la date d'Eglet Nour, qui est beaucoup plus facilement exportable que les autres variétés de date. Et puis on va avoir un processus de mécanisation en travaillant sur un phénomène d'espacement. Et donc on va créer de nouveaux périmètres agricoles, mais cette fois-ci qui vont relever de ce qui est une agriculture saharienne extrêmement performante, mais qui va fonctionner sur l'idée d'un investissement, souvent un investissement qui se fait par des forages profonds, avec un calcul de rentabilité, ce calcul de rentabilité qui va être sur un court et moyen terme, avec la recherche de rendement, à ce moment-là, on va rentrer dans une autre forme d'agriculture que l'agriculture oasienne. Ce processus de rationalisation va amener à un développement de nouvelles parcelles agricoles qui ne sont pas forcément en lien et en continuité avec les parcelles agricoles historiques, parce qu'on peut s'émanciper de l'irrigation collective par le forage profond et le recours à des énergies fossiles. Donc on voit à ce moment-là de nouvelles exploitations agricoles qui sont souvent éloignées des villes historiques, de plusieurs kilomètres, voire de plusieurs
plusieurs dizaines de kilomètres. Et parallèlement, il y a une transformation aussi des cités historiques. On voit qu'il va y avoir un abandon de l'habitat collectif traditionnel, où en fait l'habitat va subir 2 points. Premièrement, il va subir le choc démographique. Il ne faut pas oublier qu'on avait des cités oasiennes qui vivaient avec une forme démographique de reproduction familiale. Et quand vous allez avoir, dans les années 70, des familles qui vont avoir 6 à 7 enfants vivants, bien les enfants vont construire en dehors de la maison historique et familiale, devenue trop étroite, et ils vont se rapprocher des infrastructures, et ils vont créer de nouveaux quartiers, et ils vont surtout transposer aussi un nouvel habitat qui va prendre les formes de l'habitat des nouveaux quartiers urbains, des métropoles nationales. Et là, on voit une double rupture, c'est-à-dire que cet habitat n'est plus connecté au périmètre irrigué, cet habitat n'est plus tourné vers l'agriculture, cet habitat se veut aussi autonome, il n'est plus dépendant de ce qui est à proximité, il va se faire avec des nouveaux matériaux et il va nécessiter à ce moment-là aussi d'avoir accès à une énergie fossile facile pour construire, parce qu'il va être construit généralement en ciment, mais aussi pour le climatiser et puis aussi parce qu'on va avoir le recours à la motorisation des déplacements, que ce soit en véhicules 2 roues ou véhicules 4 roues. Et donc on voit toute la densité des connexions historiques de l'Oasis qui vont être remplacées par un éclatement de la structure entre des nouvelles terres agricoles qui sont parfois de plus en plus loin et des nouveaux quartiers qui vont se construire à côté, voire parfois à plusieurs centaines de mètres du centre historique. Si bien que cette transformation, elle est vue comme la transposition de normes qui sont les normes que l'on a mis en place de séparation entre agriculture et habitat, qui est une séparation très récente, de séparer la ville et l'agriculture alors qu'elles sont consubstantielles, qu'il n'existe pas de ville sans son agriculture de proximité, mais ce qui est possible parce qu'on a la motorisation, les énergies fossiles. Et donc les oasis n'échappent pas à cette marche, on va dire, de l'urbanisation. Et elles n'échappent pas surtout, et ça c'est Salim Hanaji qui a beaucoup travaillé là-dessus dans son ouvrage Architecture du bien commun, auquel on fait référence très régulièrement, où vous allez avoir un nouveau corps de spécialistes, des ingénieurs, des techniciens qui ont été formés dans des écoles selon des référentiels internationaux et qui vont décider des nouveaux plans d'aménagement et qui vont à ce moment-là justement mettre en place cette idée que l'État va aménager des parcelles différentes et puis il va favoriser aussi l'initiative privée. Et ça, ce qui est un élément très intéressant, c'est qu'on voit à ce moment-là que l'oasis historique qui fonctionnait sur la notion de collectivité, de bien commun foncier, c'est-à-dire qui était géré par une communauté parce que c'était une ressource rare, et bien en fait maintenant elle est gérée soit par des logiques administratives et soit par des logiques d'investissement privé. Et à ce moment-là, on va avoir une logique d'éclatement de la structure oasienne pour avoir d'un côté un habitat et de l'autre côté une agriculture saharienne. C'est très intéressant parce que justement, ça se transcrit par une rupture très brutale des ambiances. Parce que vous allez avoir le fait d'avoir une proximité entre le périmètre oasien historique et l'habitat dense en matériaux locaux et qui relève aujourd'hui, on va dire, adapté climatiquement. Vous aviez une ambiance qui se faisait par une série de seuils et l'idée que l'on passait de l'espace le plus ouvert à l'espace le plus privé. Et donc une multitude de micro-seuils qui vont faire des lieux qui sont des lieux investis souvent par les plus fragiles, c'est-à-dire soit les enfants en bas âge qui découvrent en fait l'espace public à petits pas, pour reprendre l'expression de Marc Brivigleri, et donc ils vont avoir le droit d'abord d'aller sur le seuil de la maison, puis ensuite ils vont être dans l'impasse du quartier historique qu'on appelle le derb, puis après ça ils vont avoir le droit de se rapprocher de la place, mais ils sont connus de tous, donc ils sont dans un espace protégé, et puis il y a de multiples
multiples petits lieux où ils peuvent jouer, où ils peuvent donc développer des activités en dehors du foyer. Puis c'est la même chose pour les personnes les plus âgées qui vont occuper souvent les mêmes lieux à des moments différents pour voir justement la vie de la communauté. Et donc dans le contexte d'une rationalisation, eh bien ces espaces intermédiaires ils disparaissent au profit de la place publique. Notamment, on va avoir l'idée d'avoir un urbanisme avec la place publique, mais cette place publique, elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Déjà, premièrement, en termes de microclimat, souvent il faut attendre la nuit pour pouvoir l'investir parce qu'elle n'est pas ombragée comme les micro-espaces que l'on a dans les lieux historiques. Et puis d'un autre côté, elle va être aussi un lieu où il va y avoir des confrontations de pratiques. Surtout, vous allez avoir l'idée que beaucoup d'espaces vont être occupés par les jeunes adultes qui vont faire des activités sportives et donc les enfants, les plus âgés vont se retrouver en périphérie de cette place publique. Et donc on n'a pas du tout la même situation d'ambiance. Alors j'ai le travail qui a été fait par exemple par Salim Anaji à Tiznit autour de la source historique a été justement de recréer un espace qui soit fait par de multiples seuils. Et donc par exemple Noa Gamal Saïd qui en a beaucoup étudié les ambiances sonores va dire qu'elle a recréé comme c'est devenu la cour de la ville en fait. Ce sont les femmes et les enfants qui l'investissent en priorité. Donc là on voit bien qu'il y a des ruptures d'ambiance et puis il y a des mécanismes aussi nouveaux, c'est que par exemple le périmètre oasien historique qui est très proche des quartiers urbains, eh bien, il va aussi se transformer en devenant un espace de promenade, un espace de loisirs, un espace aussi de pique-nique, en devenant une forme de commun urbain. C'est-à-dire, il passe de son statut agricole à un statut plutôt urbain. Et donc là, il va y avoir toute une nouvelle forme de négociation entre des agriculteurs qui maintiennent des activités et cette fois-ci des urbains qui viennent pour prendre le frais, pour y aller boire un thé entre amis, pour partager un pique-nique familial, voire aussi pour avoir des pratiques parfois qui sont des pratiques illicites à des moments un peu plus tardifs, notamment la consommation d'alcool, le legmi en Tunisie ou de la consommation des fois aussi de drogue, posant à ce moment-là un nouveau problème de régulation qui donc va amener les associations qui sont les héritières historiques de ces agriculteurs oasiens à essayer de se repositionner, à se dire est-ce que notre oasis historique qui n'est plus dans les canons de la productivité, est-ce qu'on doit la transformer en un espace de jardin où on aura nos activités d'eau, est-ce qu'on doit la transformer en espace public ouvert à l'ensemble des habitants de la cité qui sont à proximité, est-ce qu'on doit la patrimonialiser en essayant d'en conserver le paysage et de se rapprocher des chartes internationales. Et là on voit qu'il y a énormément de négociations et puis aussi ce n'est pas du tout une trajectoire simple parce que dans le contexte de transformation politique que connaissent les zones oasiennes depuis 2011, vous allez avoir des questions aussi démocratiques qui se posent du fait de l'autorité ou pas de la collectivité locale, de la commune. Et puis vous avez aussi des questions de transformation parce qu'on a eu un effondrement des pratiques touristiques et donc beaucoup de projets qui étaient portés par l'État de mise en patrimoine de ces oasis, en fait aujourd'hui se retournent plutôt sur la question des pratiques quotidiennes donc des habitants et aussi de la diaspora, c'est-à-dire d'avoir ce tourisme qui est lié. Et là, on pourrait dire l'une des perspectives de travail que l'on a actuellement, c'est de travailler aussi sur le phénomène de retour de ces oasiens, parce que on a présenté pendant très longtemps les oasis comme des espaces avant tout d'émigration, avec des émigrations historiques de grandes oasis comme Figuig, par exemple, qui dès le début du XXe siècle va connaître une émigration massive vers la France. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a aujourd'hui la question
vision de beaucoup d'Oasiens qui veulent maintenir la possibilité d'un retour sur des pratiques agricoles. Et donc, ils vont défendre la question d'avoir la permanence d'un collectif pour pouvoir revenir, soit parce qu'ils ont connu des aléas dans leur vie, qui peut être des aléas plus ou moins dramatiques. Hein. Donc on retrouve des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui peuvent avoir été épuisés après un travail itinérant à travers les grandes métropoles, voire différents pays, voire des gens aussi qui ont parfois des accidents du travail, mais aussi des retraités, et qui vont penser qu'il faut maintenir l'oasis historique, parce que en fait, elle est à proximité d'une grande ville dans laquelle vous avez des services. Tiznit, c'est 75 000 habitants. Nefta, c'est plus de 25 000 habitants. Donc, de pouvoir revenir, développer ces pratiques et de maintenir une forme de vie. Et ça, c'est un élément qui est assez intéressant parce que c'est une génération du fait de la transformation démographique. Ceux qui sont partis il y a 40 ans, il y en a certains qui commencent à revenir, et puis il y en a d'autres qui reviennent. Et qu'est-ce qu'ils développent, qu'est-ce qu'ils mettent en place?